Je suppose que vous voyez l'écran. Bon, le titre du cours, c'est Anastomose systémico-pulmonaire, mais comme vous l'avez parfaitement suggéré dans vos interrogations, on est finalement l'ouverture VDAP, le stenting du canal artériel ou l'anastomose systémico-pulmonaire revient finalement enfin le bladder toxique revient finalement à créer une source de débit pulmonaire. Donc, c'est une stratégie palliative, encore une fois, qui répond à ces patients qui sont en état d'hypodébit pulmonaire, plusieurs situations pathologiques, atrésie pulmonaire à septum intact ou à septum ouvert, la tétralogie de Fallot dans ces cas extrêmes, un ventricule unique avec hypodébit pulmonaire, donc avec une sténose pulmonaire. Le geste est fréquemment réalisé en période néonatale. Souvent, on est dans une situation qui est donc habituellement ductodépendante, donc nécessité de maintenir le canal artériel ouvert qui permet d'assurer ce débit pulmonaire dans cette phase d'attente grâce à une perfusion de prostaglandine. Donc le canal artériel est généralement maintenu ouvert artificiellement par la prostine. Donc l'anastomose systémico-pulmonaire, simplement pour simplifier, bon, il y a ce schéma, mais François vous l'a bien détaillé, les différents moyens d'assurer un débit pulmonaire. Donc là, c'est l'anastomose pulmonaire, systémico-pulmonaire classique entre le train artériel brachiocéphalique et l'artère pulmonaire droite qui est faite par sternotomie. Donc c'est un Blalock modifié, sans CEC, comme on le voit sur ce schéma-là. Après, il y a les autres comment dire, variantes, le SANO, l'ouverture VDAP, et au final, les principes de réanimation, d'équilibration du QPQS, parce que la pierre angulaire de l'anesthésie et réanimation de cette question reste l'équilibre du QPQS. Donc, c'est un des fondamentaux de la physiopathe, de l'anesthésie et de la réanimation des cardiopathies congénitales. Donc, il y a plein d'autres plein d'autres sujets dans l'anesthésie-réanimation des cardiopathies congénitales, mais celui qui peut illustrer d'une façon caricaturale les cardiopathies congénitales, c'est bien le QPQS qu'on est amené à gérer en période néonatale sur un Blalock. Voilà. Et avec un niveau de difficulté peut-être supplémentaire lorsqu'on est sur un Blalock ou un SANO dans une palliation d'un premier stade d'un hypo-VG, je cite l'intervention de Norwood. Donc, parce qu'on a une défaillance post-cardiotomie en raison du clampage de l'arrêt circulatoire et ainsi de suite. Donc la prise en charge anesthésique. Je vais essayer de passer rapidement sur pas mal de notions qui peuvent paraître évidentes et me consacrer vraiment sur l'équilibre du QPQS. Donc la prise en charge anesthésique, en préopératoire et en post-opératoire, vous l'avez compris, on va passer d'une extrême à une autre. On propose ces anastomoses pour des bébés qui sont potentiellement en état d'hypodébit pulmonaire et en fin de procédure, on risque l'hyperdébit pulmonaire par cette anastomose systémico-pulmonaire. Donc, quand on va endormir ce nouveau-né, c'est l'anesthésie qui est destinée à un nouveau-né avec un canal artériel ouvert, donc avec quelques contraintes. Donc, il faut éviter la baisse des résistances vasculaires pulmonaires sous peine de favoriser un hyperdébit pulmonaire. Donc, éviter des FiO2 élevés. Donc, généralement, on applique des FiO2 plutôt basses. Je ne vais pas vous donner de chiffres précis. Moi, généralement, dans ces cas-là, je me mets au milieu. Je me mets à 50% et puis je m'adapte. Je m'adapte à la saturation et à l'hémodynamique. La ventilation, il ne faut pas faire très compliqué, il faut essayer de normaliser tous les paramètres, une norme au CAPNI, essayer d'avoir une norme oxy, ventilation avec des pressions optimales, éviter les surdistensions, jouer sur la viscosité sanguine, comme vous l'a bien précisé François avec la formule de Poiseuil, on y reviendra après. Et une attention particulière au moment de l'induction parce qu'ils sont sous prostine. Donc l'induction peut majorer l'effet vasodilatateur des prostines et se retrouver avec une hypotension artérielle. La conséquence d'une hypotension artérielle, donc une baisse des résistances vasculaires systémiques dans une physiologie
comme celle-ci, c'est de baisser le débit pulmonaire. Il y aura quelques schémas en suivant qui pourront illustrer un peu mieux ça, parce que c'est difficile de rester concentré simplement sur l'énonciation des principes. Donc en gros, comme retenez, enfin, excusez-moi, mais j'en parlerai mieux avec les schémas. Donc les agents anesthésiques qu'on va utiliser, bon, pour l'induction, on peut utiliser les halogénés, mais ce sont des nouveau-nés qui sont souvent perfusés, donc on peut utiliser des agents anesthésiques intraveineux. Mais de toute manière, pour l'entretien de l'anesthésie, je vous conseille d'utiliser des agents anesthésiques intraveineux, parce que il y a des temps opératoires où il va y avoir des clampages de l'artère pulmonaire, du déclampage, on ne sait pas si c'est assez toléré ou pas assez toléré, ce qui fait que le débit pulmonaire est plus ou moins contrarié, plus ou moins précaire pendant certains temps opératoires, et toute anesthésie avec des agents halogénés, volatiles, va être difficile à manier, donc autant s'affranchir de cette contrainte. Donc je vous conseille d'utiliser des agents anesthésiques intraveineux. Donc, anesthésie titrée, éviter les surdosages pour ne pas, comme je vous ai dit, se retrouver dans une situation où on baisse la résistance vasculaire systémique d'une façon importante, qui va être, elle, responsable d'un hypodébit pulmonaire. Parce qu'encore une fois, le débit pulmonaire dans ces cas-là, il est ductodépendant, il est assuré grâce au canal artériel, et le débit dans le canal artériel dépend du gradient de pression entre la pression qui règne dans l'aorte et dans les artères pulmonaires. Et si donc la pression d'entrée dans le canal artériel et la pression aortique, si on baisse la résistance systémique par une anesthésie trop profonde, ben, le débit dans ce canal artériel va diminuer, et ce qui va être responsable d'une désaturation. Donc c'est un élément à avoir à l'esprit. Vous verrez au cours du cours, on va parler de ces notions de résistance vasculaire systémique et de résistance vasculaire pulmonaire. Donc position soit, mais rarement, les Blalock peuvent être faits par thoracotomie. Donc, il y a le positionnement des gubes latérales. Donc, ça vient aussi complexifier un peu plus les choses en termes de ventilation et de tolérance au clampage de l'artère pulmonaire. Donc, bien souvent, les anastomoses sont faites par sternotomie. Donc, on est en dégus dorsale. La sternotomie permet justement d'y revenir par la suite pour les étapes chirurgicales ultérieures. Le monitorage, ça va être du standard, une attention particulière à la thermorégulation, on en a un peu parlé hier, donc l'impact de la température sur la résistance vasculaire systémique, donc il est très important d'essayer de maintenir une normothermie pour s'affranchir de l'effet de l'hypothermie sur la résistance vasculaire systémique, qui peut venir se surajouter dans l'équation QPQS. Perfusion, voie centrale, c'est du standard. Juste pour le cathé artériel, on en a parlé tout à l'heure dans une des questions. Le cathé artériel, il faut éviter de le mettre sur l'axe artériel qui sera utilisé pour l'anastomose systémico-pulmonaire. Généralement, l'anastomose systémico-pulmonaire est réalisée entre le TABC et l'artère pulmonaire droite. Dans ce cas-là, il faut éviter l'artère radiale droite. Et là, généralement, on est sur des nouveau-nés pour éviter des dénudations ou autres. Moi, en tout cas ici, on pique les artères fémorales simplement, sans morbidité, sans complications à ce niveau-là. Donc, c'est un axe artériel, c'est un monitorage qui est exploitable sans aucune difficulté. Mais vous avez, enfin, la règle en tout cas, je ne dis pas qu'il faut mettre des artères fémorales, mais la règle, c'est d'éviter de monitorer l'artère qui est sur l'axe de l'anastomose. L'anastomose peut être réalisée avec ou sans CEC, idéalement sans CEC, mais parfois les conditions anatomiques ou les conditions physiologiques ou l'état général du bébé imposent d'utiliser une CEC pour plein de raisons. Généralement, c'est le test de clampage des artères pulmonaires, si elles sont si le clampage des artères pulmonaires est mal toléré, c'est ça qui définit, qui impose l'utilisation d'une circulation extracorporelle. C'est pas un problème, c'est une contrainte supplémentaire, mais on y reviendra par la suite. Mais idéalement, il faudrait éviter d'utiliser la CEC pour faire une anastomose. Parce que il y aura un cours aussi sur la CEC, mais comme vous le savez probablement, la circulation extracorporelle avec l'activation inflammatoire inhibe la hénosynthase et majore les résistances vasculaires pulmonaires en post-opératoire immédiat à court terme, hein, c'est 24-48 heures. Donc la CEC majore la résistance vasculaire pulmonaire qui peuvent venir contrarier également l'équilibre QPQS.
Donc, quand on est sans circulation extracorporelle, il faut que les gaz du sang soient équilibrés, répétés au cours de la procédure. Il faut faire en sorte de tout normaliser, absence d'acidose, normocapnie, avoir des produits de remplissage. Les produits de remplissage, le choix va se faire selon le niveau d'hématocrite cible et selon le niveau d'hématocrite du bébé, donc avec des culots globulaires ou avec de la dilution avec de l'albumine. Et on va fixer une FiO2 qui va venir s'adapter à la saturation. Les objectifs de saturation sur ces palliations, c'est entre 80 et 85%. Donc le message clé, voilà, l'objectif, c'est la saturation qui doit être autour de 85%, soit avec ou sans CEC. Lorsqu'on est au moment de la mise en charge du Blaloc, c'est un élément de surveillance qui est intéressant parce que pendant la confection des anastomoses du Blaloc, donc c'est clampé, hein, et au moment où on va le déclamper, le canal artériel est contrôlé, donc on laisse le canal artériel en place. Ensuite, quand on déclampe le Blaloc, quand on le met en charge, si on s'aperçoit, c'est un moment intéressant où il faut être vigilant, à surveiller, c'est surveiller la pression artérielle systémique. Si au moment du déclampage, on a une chute de la pression artérielle qui est trop importante, ça peut prédire un débit pulmonaire trop important. Donc l'idée, c'est que l'idéal, en tout cas, lorsqu'au moment du déclampage du Blaloc, si les pressions ne chutent pas d'une façon importante, on peut prédire un équilibre au niveau de ce Blaloc, mais sachant que ça reste très tributaire des conditions, des autres conditions qui peuvent régir justement cet équilibre QPQS. Donc, bien aspirer, s'assurer d'une ventilation qui soit efficace, qu'il n'y ait pas de soucis au niveau ventilatoire. Et ensuite, on va gérer la FiO2 pour équilibrer cette saturation. On fait toujours un bolus d'héparine, un petit bolus d'héparine à ce moment-là pour éviter le clot à l'intérieur du Blaloc qui peut être problématique derrière. Donc, la réanimation. En suivant, voilà, toujours avec les mêmes objectifs, autour de 80-85, on peut s'amuser à ausculter avec le Blaloc qui va souffler, monitorer la diurèse, ce sont des éléments qui sont importants. La radio pulmonaire, l'échographie et la biologie. Et donc, si on a toute une évaluation initiale qui est bonne, où on est sur rail, on va aller vers une extubation rapide. Donc là, juste un petit mot sur l'échographie. Il y a deux indices échographiques qui, à mon sens, sont importants à rechercher. Qui peuvent prédire, évaluer, ce sont des indices indirects du débit pulmonaire, de l'équilibre QPQS. C'est le flux veineux pulmonaire. Lorsque les vitesses sont trop élevées, on est dans une situation d'hyperdévie pulmonaire et au même titre que le reflux télédiastolique à l'isthme aortique. Donc ce sont les deux indices. Moi, à titre personnel, les vitesses dans le Blaloc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voir le Blaloc perméable, c'est une très bonne chose, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir si le débit à travers ce Blaloc est équilibré. Donc, le retentissement du débit à travers ce Blaloc, on peut le voir au niveau de l'isthme aortique et au niveau des veines pulmonaires. Donc là, je vais prendre 2-3 minutes donc j'ai essayé d'aller vite, mais je vais revenir sur l'équilibre QPQS, hein. Donc c'est très important parce que c'est des notions qui sont assez récurrentes, qu'on va retrouver tout au long de cet enseignement. Donc l'équilibre QPQS, un tout petit peu de physiologie, le principe de Fick pour décliner, mais je vais essayer de passer d'une façon assez synthétique. Donc la VO2 qui est le produit débit et extraction en oxygène. Lorsqu'on développe cette équation, l'extraction en oxygène, c'est la différence en concentration artério-veineuse en oxygène. Et en développant l'équation, vous connaissez tous, la concentration artérielle en oxygène, c'est 1,34 multiplié par l'hémoglobine, c'est le pouvoir oxyphorique du sang, plus la partie dissoute, c'est 0,0003 multiplié par la PaO2, qui est une partie qu'on va négliger pour simplifier le raisonnement au niveau de cette équation.
Donc, dans la circulation pulmonaire, on a la VO2 pulmonaire qui est égale au débit pulmonaire multiplié par l'extraction en oxygène au niveau de la circulation pulmonaire. Donc, la porte d'entrée dans la circulation pulmonaire, c'est les artères pulmonaires, et la porte de sortie, ce sont les veines pulmonaires. Donc, la circulation pulmonaire, elle n'extrait pas de l'oxygène, mais elle se charge en oxygène. La VO2 au niveau systémique, c'est le débit systémique multiplié par l'extraction en oxygène au niveau systémique. Donc, c'est la différence entre la concentration artérielle au niveau aortique moins la concentration artérielle au niveau du retour veineux systémique, au niveau cave. Lorsqu'on fait le rapport de ces deux équations en simplifiant, on se retrouve avec cette équation où le QPQS est égal à un rapport des différences de saturation. Au numérateur, on va avoir la différence de saturation systémique, aorte moins veine cave, et en dénominateur, on va avoir la différence des saturations pulmonaires, donc veine pulmonaire moins artère pulmonaire. Donc sur le numérateur, à l'état d'équilibre, à l'état stable, nous avons toujours 30%, qui correspond à l'extraction en oxygène. Et on assume que les poumons ne sont pas malades, donc la saturation dans les veines pulmonaires est autour de 100%. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu dans le déroulement, dans le développement de cette équation. Donc maintenant, si on veut estimer le QPQS dans ces cas-là, il nous manque la saturation dans l'artère pulmonaire. Sachant que la saturation dans l'artère pulmonaire, c'est la saturation au niveau aortique, puisque le débit pulmonaire, excusez-moi, pardon Rémi, je suis en train de parler, dis-moi. Ah non, 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 pardon, non, non, c'est en visio. Oui, moi je suis dans mon bureau, je suis désolé. Tu l'as pas reçu? Ben, je te le renvoie. Je te le renvoie. Merci, désolé. Excusez-moi, c'est Rémi Chauvel qui devait, qui assure le cours suivant et qui pensait que c'était en présentiel. Je profite, je vous reprends de suite. Je lui transfère juste le lien. Donc je reprends, excusez-moi. Donc la saturation dans l'artère pulmonaire, dans la circulation, dans les cardiopathies à sang mélangé ou comme ici dans le Blaloc quand il n'y a pas de source additionnelle, le sang qui va dans l'artère pulmonaire provient essentiellement de l'aorte, ce qui fait que la saturation dans les artères pulmonaires équivaut à la saturation qu'on mesure au doigt. Et à ce moment-là, vous voyez, sur ce schéma-là, une anastomose systémico-pulmonaire, on est dans ce cas de figure où le sang qui va dans les artères pulmonaires, il vient directement de l'aorte. Donc, quel est le QP sur QS lorsqu'on a une saturation au doigt autour de 90%? Vous voyez, si on applique d'une façon un peu sévère cette équation, le QPQS, quand on a 90% de SAT, il est égal à 3. Donc 30 sur 100 moins 90. Donc l'idéal pour avoir un QP sur QS à 1, il faudrait avoir 70% dans les artères pulmonaires. Si on veut appliquer d'une façon, comme je vous ai dit, d'une façon un peu drastique cette équation. Donc c'est pour ça que après 70%, ça reste quand même assez bas en niveau de saturation. Donc on tolère hein, une part d'hyperdébit pulmonaire, mais avec des QP sur QS autour de 1,5. En tout cas inférieur à 2, et ce qui nous permet de cibler des niveaux de saturation entre 80 et 85%. Quand on est à 90%, on est vraiment sur un hyperdébit pulmonaire déjà autour de 3. Encore une fois, l'hyperdébit pulmonaire, vous voyez bien ma flèche, hein, qui dit hyperdébit pulmonaire, donc on a un débit cardiaque unique qui sort par la voie de sortie, si on est dans ce cas de figure-là, sur une physiologie un peu univentriculaire d'une certaine façon. Donc le débit cardiaque, c'est lui qui va se diviser en débit systémique et en débit pulmonaire. Qui dit hyperdébit pulmonaire dit inévitablement hypodébit systémique.
D'accord? Et qui dit hypodébit systémique, ce sont les premiers signes d'un hyperdébit pulmonaire. C'est l'insuffisance circulatoire systémique. Donc, il y aura un peu d'acidose métabolique, il va y avoir voire même de l'oligoanurie par l'hypoperfusion rénale, avec à l'extrême de l'hyperkaliémie. Et à ce moment-là, on risque d'avoir. Et puis, sur l'hyperdébit pulmonaire, c'est comme ça ça illustre un peu les indices échographiques qui sont le reflux diastolique au niveau de l'isthme aortique, comme les indices échographiques d'une fuite aortique importante, et également l'hyper-retour veineux pulmonaire, entre guillemets. Voilà. Donc, et en gros, si on reste focalisé sur ce schéma, le moyen de réanimer, je vais prendre juste 2-3 minutes encore une fois sur cette diapo, c'est important, c'est ça qu'il faut essayer de retenir et comprendre. Vous voyez, on ne peut parler d'hyperdébit pulmonaire sur ces anastomoses sous condition d'avoir un shunt intracardiaque, hein, pour répondre à la question de tout à l'heure. Lorsqu'on a une septation totale, une physiologie biventriculaire et qu'on a simplement une sténose pulmonaire critique, le fait d'ouvrir, quel que soit le diamètre d'ouverture, on ne craint pas d'hyperdébit pulmonaire. On parle d'hyperdébit ou d'hypodébit pulmonaire parce qu'on a un débit cardiaque, je dis bien un débit cardiaque ou ventriculaire, si vous voulez, qui est unique, et c'est ce débit-là qui va se répartir entre la circulation systémique et la circulation pulmonaire. Et à ce moment-là, les éléments qui vont essayer d'équilibrer ce QP sur QS, ce sont essentiellement les résistances d'aval. Donc, ce sont les résistances vasculaires systémiques et les résistances vasculaires pulmonaires. Donc, si j'ai une chute des résistances vasculaires systémiques, donc moins de frein à l'écoulement du débit systémique. Donc, la chute des résistances vasculaires systémiques vont se manifester par une diminution du débit à travers cette anastomose. D'accord? Donc, si on a une chute des résistances vasculaires systémiques, on va avoir inévitablement un hypodébit pulmonaire. Si en revanche, ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on les induit d'une façon un peu trop importante, avec la vasodilatation qui est liée à l'anesthésie, on peut démasquer une désaturation, en tout cas provoquer une désaturation. Si on a des résistances vasculaires systémiques élevées, par défaut d'anesthésie, par défaut d'analgésie, on va avoir une vasoconstriction systémique qui va forcer le débit à travers cette anastomose et majorer le débit pulmonaire et entraîner un hyperdébit pulmonaire. Donc ça, c'est du versant systémique. De l'autre côté, si on a les résistances vasculaires pulmonaires qui sont élevées, ça va freiner le débit pulmonaire. Donc si on a des résistances vasculaires pulmonaires élevées en raison d'une hypercapnie, d'une hypoxie, d'une acidose, on risque d'avoir un hypodébit pulmonaire. Si on a des résistances vasculaires pulmonaires trop basse parce qu'on a appliqué une FiO2 élevée, parce qu'on a mis du NO, parce que pour plein de raisons, on peut majorer cette hyperdébit pulmonaire. Donc, le principe de raisonnement, il est là. Après, les cibles d'action, elles sont multiples. Donc, hypodébit pulmonaire, c'est lorsque le QP est inférieur le débit pulmonaire est inférieur au débit systémique. Donc, ça se manifeste essentiellement, principalement par une désaturation, lorsque la saturation est inférieure à 75%. Donc, la radio de thorax, on va avoir des champs pulmonaires hyper clairs, peu vascularisés. À l'échographie, l'élément principal à vérifier, c'est la perméabilité du bladlock, parce que le risque, c'est qu'il y ait une thrombose du bladlock qui peut intervenir assez rapidement, donc il faut réagir assez vite. Donc, l'étiologie, elle peut être multiple, mais on peut l'imaginer plein de choses. C'est une diminution trop rapide de la FiO2 qui va majorer la résistance vasculaire pulmonaire et enfin réduire ce débit pulmonaire. On peut avoir de l'hypodébit pulmonaire qu'on peut respecter dans les premières heures si on a fait le bladlock sous une circulation extracorporelle, parce qu'on sait que dans les heures qui vont suivre, les résistances vasculaires pulmonaires qui ont été temporairement majorées par la CEC vont diminuer, donc le débit pulmonaire va s'améliorer. Globalement, on peut supporter de sortir avec une anastomose sous CEC à moins de 80, entre 75 et 80. Vous pouvez être tranquille. Au bout de 24-48 heures, vous allez gagner minimum 5%, voire 10%, voire 10 points de saturation. Les autres étiologies, c'est si jamais on a une atteinte pulmonaire, une pneumopathie, des troubles ventilatoires, des atélectasies. Donc, c'est pour ça qu'il est
très important de checker la ventilation au moment de la procédure, qu'il n'y ait pas d'atelectasie, que la sonde ne soit pas sélective, la sonde d'intubation ne soit pas sélective. Tous ces petits détails doivent être vérifiés d'une façon très, très soigneuse, très rigoureuse. Après, il peut y avoir des malfaçons, une taille d'anastomose qui peut être peut-être mal calibrée, un peu petite, peut-être trop longue en raison de l'anatomie. Parfois, voilà, elle peut être coudée. Enfin, c'est plein de choses auxquelles il faut penser. Mais avant de dire que c'est une malfaçon chirurgicale, il faut qu'il y ait plein de choses qui doivent être gérées en amont. Et puis, la thrombose. La thrombose, chaque fois quand on a un hypodélie pulmonaire, on dit ouais, c'est thrombosé. La thrombose pour moi est une conséquence de l'hypodélie pulmonaire. Ce n'est pas la cause de l'hypodélie pulmonaire. Le débit à travers le blaloc dépend essentiellement du gradient de pression à l'entrée et à la sortie de ce blaloc, donc entre l'aorte et les résistances vasculaires pulmonaires. Donc un blaloc qui est bien posé, bien suturé, le réanimateur a l'obligation de le maintenir perméable en assurant tous les éléments de réanimation que je vais décliner ensuite. Voilà. Vous voyez, quand on est sur un hypodébit pulmonaire, la solution est de forcer le débit pulmonaire, donc en majorant la résistance systémique et en baissant la résistance vasculaire pulmonaire de l'autre côté. Et les éléments sur lesquels on va jouer, ce sont ces cibles-là. Donc, les cibles qui vont faire varier la résistance vasculaire pulmonaire, il n'y en a pas 36 000, c'est l'AFiO2, la PaCO2, le niveau d'hémoglobine, le pH, et éventuellement appliquer des vasodilatateurs pulmonaires. Et au niveau systémique, vous avez la température, l'anesthésie, la douleur et les catécholamines. Donc, à partir de là, l'équation, vous voyez, pour gérer le QP sur QS, il y a plusieurs variables qui peuvent interagir et intervenir dans cet équilibre. Dans la réanimation de ces patients-là, il faut être assez méthodique et assez simple parce que quand on agit sur plein de variables en même temps, c'est difficile à évaluer, on risque de faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être au plus près du patient, essayer de fixer le maximum de variables, de les rendre constantes. Donc, la capnie, il faut qu'elle soit globalement, voilà, vous fixez votre ventilation avec le volume courant idéal et la fréquence respiratoire qu'il faut pour avoir une capnie à la norme. Un niveau d'hémoglobine qui doit être, il faut fixer ces objectifs. Si on est dans une situation d'hypodébit pulmonaire, donc idéalement l'hémoglobine, elle ne doit pas être trop élevée. Je ne dis pas qu'il faut les rendre anémiques, mais on va se situer autour de 12 grammes d'hémoglobine plutôt qu'autour de 16 grammes d'hémoglobine. Si on est dans un état d'hyperdébit pulmonaire, on va essayer de forcer la viscosité et de se fixer des objectifs. On va plus cibler 16 grammes d'hémoglobine plutôt que 12 grammes d'hémoglobine, par exemple. Le pH, il faut qu'il soit toujours équilibré, donc éviter l'hypercapnie si on est notamment dans un état d'hypodébit pulmonaire et éviter l'hypocapnie si on est dans un état d'hyperdébit pulmonaire. Donc une fois qu'on a fixé la capnie, on a fixé l'hémoglobine, on a fixé le pH, on a fixé la température, encore une fois, on en a parlé un peu hier, vous voyez, si on a une hypothermie à la sortie et puis à mesure du réchauffement, les résistances vasculaires systémiques vont chuter, ce qui va entraîner une part d'hypodébit pulmonaire. Donc une fois qu'on a fixé, réchauffé, maintenu, et idéalement, il faut éviter l'hypothermie. Donc une fois qu'on a maintenu une température idéale, et puis un niveau de sédation, il ne faut pas qu'il soit plombé, il ne faut pas qu'il soit trop endormi. Une fois que la stimulation chirurgicale est terminée, il faut lever le pied sur les sédations, maintenir simplement une analgésie adéquate. Et puis les vasopresseurs, il faut essayer de les éviter. Voilà. Donc une fois qu'on a tout fixé, une fois qu'on a normalisé, en tout cas rendu constante toutes ces variables, on va essentiellement jouer sur la FiO2. Et c'est à ce moment-là, on va monter la FiO2 si on a des saturations basses, et puis ou la baisser si on a des saturations hautes, avec comme objectif tourner autour de 85% de saturation. Après, on peut avoir des éléments d'intervention supplémentaires. Si on est sur de l'hypodébit pulmonaire,
malgré tout ce qu'on a fait, malgré 100% d'oxygène, on peut être amené à introduire du NO. Si on est toujours en hypodémie pulmonaire et qu'on a des résistances vasculaires systémiques toujours un peu basses, malgré une volémie corrigée, on peut être amené à appliquer un peu de vasopresseur pour justement éviter l'hypodémie pulmonaire qui va finir inexorablement par entraîner une thrombose au niveau du bladlock. À ce moment-là, on est un peu dans la catastrophe. Donc, il faut éviter ces états-là. Voilà. Donc, traitement de l'hypodémie pulmonaire, donc je passe rapidement. Je viens de vous énoncer un peu les principes. Je passe rapidement. Enfin, je peux juste vous les réciter. FiO2, oxygène élevé, vasodilatateur pulmonaire si besoin, corriger une acidose, diminuer la viscosité, majorer les résistances vasculaires systémiques si besoin, les anticoagulants bien entendu. Et puis si tout ça est insuffisant, on est sur une hypoxie avec un risque d'arrêt cardiaque imminent. Il faut ouvrir le sternum en réanimation pour aller vérifier ce qui se passe. Parfois, il y a un clot. Parce que quand on prend du retard, on est déjà dans du thrombus qui commence à s'installer. À ce moment-là, on n'a pas d'autre choix que d'aller le déboucher chirurgicalement ou parfois y aller par cathétérisme également. Ça nous est déjà arrivé de le faire. L'hyperdébit pulmonaire, ben, donc c'est tout à fait l'inverse. Donc on va chercher à freiner le débit pulmonaire en majorant la résistance pulmonaire et en baissant la résistance systémique. Donc vous aurez de toute façon le PowerPoint, mais je passe rapidement là-dessus. Donc l'hyperdébit pulmonaire. D'ailleurs, c'est une question qui revient assez régulièrement dans l'examen, hein. Donc l'hyperdébit pulmonaire et l'hypodébit pulmonaire, parce que c'est une notion qui est très importante dans cet enseignement. Donc je vous invite à bien checker tout ça. Donc les indices échographiques, on en a parlé. Et encore une fois, l'hyperdébit pulmonaire, je reprends toujours mon schéma, mais je vous ai un peu tout détaillé tout à l'heure. Si on est avec une saturation autour de 95% dans ce cas-là, si on applique le principe de Fick, on est sur un QPQS qui est supérieur à 5. Vous voyez, si on l'applique d'une façon comment dire, drastique, on est sur du 30 divisé par 5 en termes de QPQS. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de majorer la résistance vasculaire pulmonaire et baisser la résistance vasculaire systémique, quitte à utiliser des vasodilatateurs artériels et là, baisser la FiO2, appliquer une PEP, éviter l'hypocapnie, autoriser même une hypercapnie un peu permissive, monter le niveau d'hémoglobine et certainement pas utilisation des vasodilatateurs pulmonaires. Donc le traitement d'hyperdébit pulmonaire, je passe également rapidement, mais encore une fois, il faut l'anticiper, l'attendre. Encore une fois, les premiers signes, c'est assez souvent hein, les premiers signes de l'hyperdébit pulmonaire, ne vous attendez pas à avoir la radio pulmonaire surchargée et l'œdème pulmonaire hémorragique, hein. Les premiers signes de l'hyperdébit pulmonaire, ce sont des signes d'hypodébit systémique, avec de l'acidose métabolique, un peu de lactate qui commence à s'installer. Donc là, il faut réagir. L'ANIR, c'est un élément de surveillance qui est très utile dans ces cas-là. Et ça vous permet justement d'aller. Si on est face à une hyperdébit pulmonaire, malgré tout ce qu'on a fait, ça veut dire que l'anastomose et peut-être le diamètre qui a été choisi est peut-être un peu trop large. Il faut, le cas échéant, une fois qu'on a tout fait, reprendre le bébé au bloc opératoire pour réduire, pliquer un peu ce bladlock. Je passe rapidement les complications. On peut avoir, c'est toutes les complications inhérentes à toutes les sternotomies avec toutes les chirurgies au niveau médiastinal. Donc, on peut avoir des thromboses du chylothorax, du sérum. Deux diapos avant de finir pour un mot sur le stenting du canal artériel. Donc le stenting, c'est une alternative à ces anastomoses systémico-pulmonaires par voie chirurgicale qu'on fait de plus en plus. Donc un peu d'éléments de littérature. Je remercie Elodie Perdreau qui m'a passé ce diapo. C'est une présentation. On avait fait une présentation l'année dernière, non, il y a 2 ans, dans le congrès commun chirurgie cardiaque et Arcotova, justement sur cette thématique-là. Et on a en effet il semble y avoir un intérêt, en tout cas des bénéfices au stenting par rapport au bladlock, parce que ça reste moins invasif, ça reste complètement percutané. Bon, il y a pas mal de littérature, pas mal de comparaisons. Je vous laisse les références bibliographiques.
En tout cas, pour la réanimation, quand on fait des stentings, c'est plus simple derrière, lorsque le stent est bien posé, lorsqu'il n'y a pas de pli, comment dire, de sténose focale au niveau des extrémités éventuellement. Donc il y a moins de complications infectieuses, il y a moins de durée de ventilation. Donc c'est plus simple à gérer parce qu'on s'affranchit de la difficulté, enfin de l'inflammation liée à la chirurgie. Voilà, donc en résumé, les phases opératoires sont à risque. C'est une réanimation qui doit être très attentive, très active. Ne pas regarder le malade. Il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Et comme je vous ai dit, l'équilibre du QPQS, le principe, il est là, hein, vous avez compris. Il y a plein de variables qui peuvent modifier ce QPQS. Et d'une façon un peu simple, il faut essayer de maîtriser le maximum de variables, de les fixer pour pouvoir jouer sur un ou deux éléments et d'expérience, les éléments qu'il faut se laisser à disposition pour les manipuler, c'est l'oxygène et la capnie et le niveau de ventilation. Voilà, je vous remercie.